émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de revenir dans les studios de Radio Grand Lac après une pause estivale de 2 mois. Je me suis octroyé quand même 2 mois de vacances de 2 Radio mois de Grand Lac. vacances, Oui, Julien. ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu. Dis donc, Bien je sûr. pense que tu n'as pas été payé pendant les 2 mois. Bah même pendant les 10 mois restants d'ailleurs. T'as pas eu de bonbons, t'as pas eu de Ah gâteau. oui, alors, par hein. contre, voilà, pas de bonbons, pas de gâteaux. Ça, c'est vrai, ça nous a manqué. Et ça fait plaisir d'être là pour te revoir avec Sandra sur Jean-Pierre et de revenir, parce que la dernière fois, nous étions venus à 2 pour ces Chroniques de Savoie avec Jacques Viau qui nous fait le plaisir de revenir pour cette première chronique de la saison. De la saison, de la nous allons nouvelle parler. saison 2024-2025. 2025, Bonjour Julien. Bah, bonjour à Voilà. toi. Tu m'as Bonjour pas laissé Jacques. le temps de te dire bonjour. Ah pardon, excuse-moi. Puisque nous allons Bonjour parler, cher maître. parce que nous allons parler d'une personnalité savoyarde, André Caron. Vous allez nous en parler, Jacques. Mais juste avant de commencer, une petite anecdote, puisque nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2024. Et alors, ça va être une petite tradition qu'on va lancer cette saison. C'est C'est qu'en la fait, Saint-Bertrand. Non, pas du tout. C'est que chaque jour de ma chronique, on va revenir sur un événement. Alors, quand je dis revenir, ça va être 15 secondes pour expliquer ce qui s'est passé. C'est fini. Le même. Voilà, c'est tout. Le même jour, à Le une même date jour. de l'histoire. Et donc, D'accord. le 6 septembre 1651, alors 17e siècle. Ça nous rajeunit pas tout ça. Pas du tout. Donc, Antoine de Savoie, qui est le fils du duc Charles-Emmanuel de Savoie, eh bien, il devient abbé de l'abbaye de Haute-Combe après une période de vacances de 11 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il devient abbé? Alors, tout simplement parce que généralement, l'aîné était destiné à prendre la succession sûr. du père. Et puisque... les armes, le premier. Voilà, les armes et prendre la succession, bien sûr. Et après, forcément, les garçons, on ne savait pas trop quoi en faire, malheureusement. Oui. Et donc, pour éviter aussi de dilapider L'héritage. les héritages, on mettait les enfants dans les ordres. Et donc, le fils du duc Charles-Emmanuel Ier, donc Antoine, devient le 6 septembre 1651. Il y a près de... il y a plus de 500 ans. Oui, tout à fait. Il y a près de plus de 400 ans, pardon. Et il devient abbé de l'abbaye d'Haute-Combe, Et qui est donc, quand même l'abbaye, la nécropole de la maison de Savoie. nécropole de la maison de Savoie, où repose d'ailleurs le dernier roi de Savoie, Humbert. Humbert II, oui. Humbert qui est mort en 1983 et son épouse, la reine Marie-Josée, qui elle est morte en 2001. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et par contre, on peut dire que le fils d'Humbert, qui est décédé il y a quelques mois février. maintenant, Victor C'est en Emmanuel février. n'a pas voulu Non, être il est à Turin, je crois. Le corps est à Turin. À Superga. Voilà. Et en sachant que le Panthéon le Panthéon des rois est à Rome, mais la maison de Savoie a conservé sa nécropole ici, au bord du lac de Bourget, sur notre territoire, cher à fait. Julien. Alors nous sommes à Aix-les-Bains, ça tombe bien. Oui, puisque ça tombe s'est bien. déroulé un événement dont Jacques va nous parler tout à l'heure, c'est le mariage de André Caron avec Agacan III. Et donc on va commencer cette émission pour nous parler un peu de la jeunesse d'André Caron. Quelles sont ses origines? Elle est née à la fin du 19e siècle, mais qui est André Caron? Jacques, je vous laisse la parole. Elle vend du chocolat. Non, c'est pas ça. Presque, pas tout à fait. Nous sommes le 15 août 1898 sur la place des Éléphants à Chambéry. Il y a là un restaurant réputé qui s'appelle le restaurant de la Colonne, tenu par Joseph Caron. Et là va naître le second enfant de la famille Caron. Et à son baptême, elle se prénomme André, Jeanne, Léonie, Marie, puisqu'elle naît un 15 août. C'est une enfant qui est très belle, et tout de suite, les voisins de la rue vont l'appeler la petite princesse. Ils sont loin de s'imaginer que cette appellation prémonitoire, un jour, va se réaliser. Alors, jusqu'en 1909, donc, André Caron va vivre, donc, à l'angle de la rue Vieille-Monnaie, mais en 1909, malheureusement, il y a un drame familial. Sa mère, en donnant naissance au 4e enfant, meurt en couche. Et à ce moment-là, son père, avec ses 4 enfants, va quitter son restaurant de la place des Éléphants et à quelques mètres de là, rue de Boueuil, va prendre la direction de l'Hôtel des Princes. Là encore, c'est prémonitoire, l'Hôtel des Princes. Et ça, donc, jusqu'en 1914. Et en 1914, Joseph Caron, avec ses enfants, quitte Chambéry, part à Paris, prend la direction d'un grand hôtel, le boulevard Haussmann. Ses filles ont grandi, elles étaient 2 sœurs, André et Marcel. Et là, elles vont ouvrir une boutique de mode. Alors, boutique de mode, elles vont avoir une belle clientèle. Nos 2 jeunes chambériennes sont devenues de belles parisiennes, appréciées. Et un jour, elles sont invitées, toutes les 2, à une réception. Et là, on présente à André un homme. Mais cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Il est connu du monde entier. Cet homme, c'est l'Agacan III.
Alors l'Aga Khan III, on le sait, c'est le chef des Ismailiens, c'est une branche dissidente de l'islam au 8e siècle. Donc descendant de Mahomet. Il est descendant direct de l'imam, bien sûr, de Mohammed. Et ensuite, au 8e siècle, cette branche va quitter un petit peu. Il y aura des bagarres un petit peu pour la succession. Et les ces Ismailiens vont partir. Et tous ceux qui ont suivi Ismaël vont s'appeler les Ismaéliens. Alors branche dissidente, c'est-à-dire on n'est plus sur la coupe de l'islam traditionnel et on prend des distances un petit peu et on est beaucoup plus libre, si on peut dire. Alors les Ismaéliens vont au Xe siècle être une branche très puissante, autour du bassin de la Méditerranée. C'est vraiment une dynastie très puissante. Et puis les temps vont évoluer et nous arrivons au XIXe siècle. À ce moment-là, l'imam va se marier avec une des filles du Shah de Perse, et le Shah de Perse va lui donner le gouvernement d'une ville. Et après, il y a les batailles avec l'Angleterre en Afghanistan, tout ça. Et l'Angleterre va faire appel à cet imam pour régler un petit peu ces conflits. Parce que chez les Aga Khan, on est des très bons diplomates. Et en reconnaissance, l'Angleterre fait de lui une altesse et il sera l'Aga Khan Ier. Donc le grand-père de l'Aga Khan III. Et un des hommes les plus riches du monde. Il était, alors l'Aga Khan III, bien sûr, a été dans ces années-là l'homme le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Et il venait donc souvent à Aix-les-Bains, il montait tout le temps au belvédère de la Chambotte. Ah bah ça, fallait que tu mets la place celle-ci, oui. Il a d'ailleurs signé plusieurs fois le livre d'or et à chaque fois qu'il montait, l'établissement lui était réservé. D'accord. Et donc il montait avec ses limousines. Et à chaque fois, il laissait en pourboire l'équivalent de tous les salaires du personnel du mois. D'accord. Ah oui. Donc on peut dire qu'il y avait les moyens. On parle de ça, la dernière fois qu'il est monté, c'est dans les années 1930. Je sais qu'il est monté en 1918, qu'il est monté en 1898, et tout. Alors, mais oui. Alors, il a toujours été très généreux avec Aix-les-Bains, puisqu'on lui doit l'hippodrome de Marioz. C'est lui qui a financé l'hippodrome de Marioz. Oui. Et le jour du mariage, le chèque a été très conséquent pour les offres sociales d'Aix-les-Bains. Bon, il avait les moyens aussi de le faire. Oui, tout à fait. Oui, mais un philanthrope. Un philanthrope, bien sûr. C'est dans la tradition des Aga Khan, ça. Ça a toujours été, jusqu'à aujourd'hui. Petite question, est-ce qu'il y a encore il y a des Aga Khan encore il y a l'Aga Khan 4, qui a le titre. Tout à fait, voilà. L'Aga Khan 4 avec la descendance. Puis nous allons parler dans quelques instants du prince Adrudin qui était le fils d'André. Alors là, la descendance est arrêtée, il n'a jamais eu d'enfant. Donc du côté savoyard, la branche est éteinte. D'accord. Et c'est en 1877 à Karachi que naît l'Aga Khan III. L'Aga Khan III. Voilà, dans l'actuel Pakistan. Oui, tout à fait. Voilà. Et il monte sur le trône de l'imam à l'âge de 8 ans. Il faut s'imaginer un enfant de 8 ans qui prend son père, l'Aga Khan II, est mort très rapidement. Donc à 8 ans, c'est un enfant. Alors, plus jeune que Louis XIV, puisque lui, c'était à 9 ans. Oui, tout à fait. Et c'est un enfant qui, à 8 ans, parle l'arabe, qui parle le français, qui parle le persan, et qui a surtout des professeurs européens. Et ça va jouer absolument dans le destin des Aga Khan. Ce sont des personnalités qui sont issus du continent, on va dire, asiatique, tout à fait. mais qui sont très occidentalisés. Tout de suite, ils ont toujours été tournés. Ce sont leurs professeurs qui les ont tournés vers l'Occident. 1898, première visite de l'Aga Khan à Aix-les-Bains. 1898. L'année de naissance de celle qui allait devenir son épouse. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de la tradition des Khans d'être des diplomates, et j'ai appris que l'Aga Khan III était également président de l'Assemblée Générale de la Société des Nations. Il a été le premier l'ancêtre des Nations de l'ONU. Le premier président de la Société des Nations, c'est l'Aga Khan III. Créé par le traité de Versailles. Tout à fait. 28 juin 1918. Non, c'est une tradition chez les Aga Khan, ce côté diplomatique. Diplomatique, tout à fait. Ça a toujours été. Et pour la recherche de la paix, quoi. La recherche de la paix, et puis surtout, son fils va être célèbre, puisqu'il sera haut commissaire aux réfugiés à l'ONU, et il fera beaucoup dans les années 70, lorsqu'il y aura le problème des boat people, tous ces réfugiés qui arrivent sur l'Europe, et l'Aga Khan. Et c'était un homme très discret, le prince Sadruddin, pour l'avoir connu, un homme comme sa mère, très discret, mais qui en secret a fait beaucoup de choses, a œuvré énormément pour les réfugiés. Parce que c'est vrai que ce sont des familles
qui sont un peu oubliés aujourd'hui. C'est vrai que Oui, tout le tout à monde ne fait. connaît pas l'Agacan. Tout Par à contre, fait. au début fin 19e, début du 20e siècle, Il y a c'était moins de prestige, on va maintenant. dire que c'était des personnalités, mais incroyables et très connues dans le monde entier d'ailleurs. Alors, le monde entier, il n'y a qu'à voir le jour, on parlera tout à l'heure du mariage, Ouais. c'est le monde entier qui vient à Aix-les-Bains. 4 avions à l'époque, 1929, sont affrétés pour amener les journalistes d'Amérique à Aix-les-Bains pour le mariage. Hein. C'est un événement mondial à l'époque, hein. Faut pas l'oublier. Et tout à l'heure, vous parliez de la rencontre entre André Caron et Agacan III. Comment ça s'est passé ensuite jusqu'au mariage? Alors, la princesse André, Est-ce qu'elle a c'était- été acceptée? Parce que je crois comprendre qu'il y avait quand même une tradition des Agacans de se marier beaucoup avec des catholiques malgré le fait qu'ils soient musulmans. Et tout à fait. Alors, là, il faut quand même le dire, hein, la princesse a gardé une tête très froide. Hein. D'autres femmes se seraient jetées naturellement hein, sur la fortune la plus importante du monde et puis le titre prestigieux de Begum, de princesse. Elle va demander un temps de réflexion. Hein. D'accord. Alors, bon, elle a déjà 30 ans lorsqu'elle rencontre l'Agacan. Hein. L'Agacan en a 50. Hein. Donc, elle va demander un temps de réflexion et puis après, elle va donner son accord et on arrive naturellement à ce jour du 7 décembre 1929 à Aix-les-Bains, le fameux jour du mariage. Et comment se déroule ce mariage? Alors, il faut le dire, le désir du prince et puis d'André Caron, c'était un mariage dans la discrétion. L'Agacan voulait se marier à Aix-les-Bains parce qu'il adorait la Savoie. Il venait là chaque année en vacances. Et puis André Caron, la Savoie, c'était elle était attachée d'une façon charnelle à la Savoie. Et ils avaient décidé de se marier à Aix-les-Bains. Mais quand on est célèbre dans le monde entier, vous devez bien vous imaginer Bien sûr. que le mariage n'allait pas passer incognito. Hein. Alors ça a été un déferlement sur la Savoie de journalistes. Et là, on a raconté des choses même qui dépassent l'imagination sur les origines de la princesse André. Il y a eu toutes sortes de légendes, de fausses légendes, et vous connaissez tous, bien sûr, la plus célèbre des légendes. Un jour, un journaliste arrive à Chambéry et on lui demande à ce moment-là de trouver à tout prix la fameuse André Caron. Et il apprend que sous les portiques à Chambéry, au Fidèle Berger, qui est une pâtisserie chambérienne, il y a une André Caron qui travaille là. Il ne prend même pas le temps de vérifier ses sources. Il téléphone à son agence à Paris. J'ai trouvé la fameuse André Caron. Elle vend des chocolats. Et le lendemain, naturellement, les journaux titraient « L'Agacan III va se marier avec une petite chocolatière ». L'homonymie avait suffi. Et cette fausse légende va la poursuivre jusqu'à sa mort. Car lorsqu'elle meurt en 1976, le lendemain, sur le Dauphiné libéré, on titre « La petite chocolatière est morte ». Donc Comme- toute sa vie, elle a traîné, on peut dire, cette fausse légende. Comme quoi, il faut bien toujours vérifier ses sources. Tout à fait. Quand on est journaliste. Et donc, c'est vraiment un peu l'événement mondain mondial de l'époque, Qui et se qui passe. s'est déroulé d'ailleurs dans cette ville d'Aix-les-Bains, Et qui voilà. est assez Alors, incroyable. Le couple était descendu à l'hôtel du Pavillon, donc en face de la gare. À 10h du matin, 2 très belles voitures viennent chercher le couple. On arrive à l'hôtel de ville. C'était à l'époque Monsieur Clerc, qui était le maire d'Aix-les-Bains. Il avait là, je vous dis, toute l'Europe était représentée. Hein, toute l'Europe était représentée au niveau des journalistes. Alors, le mariage a été très sobre. Hein. Alors, il y a eu tous les titres de l'Agacan qui sont déroulés. Et après, on fait signer naturellement les actes de mariage. Et il y avait quand même, bien qu'on c'était un mariage civil, l'Agacan avait fait venir de Paris le grand imam de Paris. Il y a eu une cérémonie très courte, hein, une simple prière de l'imam. C'était très court. Et après, le maire d'Aix-les-Bains s'est lancé dans un beau discours. Alors, un discours un peu fleuve, avec naturellement Aix-les-Bains, la fierté d'Aix-les-Bains, hein, d'accueillir naturellement le mariage de l'Agacan. Alors il a évoqué, il se connaissait depuis très longtemps, et il y a les paroles de l'Agacan qui sont très touchantes en disant j'aime la Savoie, j'aime Aix-les-Bains. Depuis des années, je connais toutes vos routes, je suis venu ici, j'ai passé au minimum 5 ans de ma vie à Aix-les-Bains. Et à la fin, il est consacré
membre d'honneur, citoyen d'honneur, citoyen d'honneur comme le roi de Grèce, citoyen d'honneur, Georges Ier, citoyen d'honneur de la ville d'Aix-les-Bains, voilà. Agacan parlait couramment le français. Mais Agacan parlait plusieurs langues, un français parfait, naturellement, il parlait l'arabe, il parlait le perse, et puis là, il est anglais, les anglais, Agacan veut dire maître et seigneur, et il a ce titre, donc, lorsqu'il arrivait en Angleterre, il était salué comme un chef d'État avec 11 coups de canon, D'accord. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de l'hippodrome de Marlios qui a été fondé grâce à un don de l'Agacan. Et il s'avère, parce que j'ai des petites notes en dessous, sous mes yeux, qu'il était passionné de course hippique. Et qu'il a remporté, que ses chevaux ont remporté plusieurs courses. Mais dans le monde entier, vous avez le prix de l'Arc de Triomphe, notamment. Et encore aujourd'hui, l'écurie de l'Agacan à Chantilly, les Agacans ont toujours été dans l'équitation, et ça a été une tradition familiale. Leur couleur, c'était vert et chocolat, alors donc marron. Donc c'était dans le monde entier, sur les hippodromes du monde entier, il y a les chevaux de l'Agacan. Et encore aujourd'hui, si vous regardez les grands prix, donc à Chantilly et tout ça, vous avez les chevaux de l'Agacan. C'est une tradition familiale. D'accord. Et ensuite, comment va se dérouler ce mariage? Parce qu'il y aura bien sûr un enfant qui va naître de cette union. On en parlera tout à l'heure. Alors, le mariage, faut se remettre un petit peu. André Caron est une femme très discrète. Elle est jetée, on peut le dire, du jour au lendemain sous les feux de la rampe. Elle doit être présentée à la cour d'Angleterre. Il y a des campagnes, mais je dirais presque ignobles, sur André Caron. On raconte qu'elle est issue de la famille la plus pauvre de Savoie, qu'avant d'épouser l'Agacan, elle servait à boire dans le bistrot avec sa mère, alors que sa mère était morte en 1909. Et tout ça arrive au Foreign Office en Angleterre, au moment de la présentation à la cour. Vous devez bien vous imaginer, à l'époque, c'était la reine Mary et puis Édouard V qui était sur le trône. On ne voulait pas accepter à la cour une femme dont on prétendait ses origines. Et puis, à force de demande, la présentation a lieu à la cour. Alors, pour ça, l'Agacan avait voulu que sa femme soit la plus belle. Elle va arriver avec des bijoux prestigieux. Elle va porter l'émeraude la plus grosse du monde, sur laquelle sont gravés les versets du Coran. Et là, lorsqu'elle arrive à la cour d'Angleterre, eh bien, c'est l'extase. On voit la classe de cette femme, la distinction, et à ce moment-là, tous ces a priori tombent. Elle entre en majesté à la cour d'Angleterre. Elle commence sa carrière de princesse. Alors l'Agacan, à ce moment-là, a de grosses responsabilités. Il part régulièrement en Inde. Il a ses disciples, il a ses fidèles qu'il faut aller visiter. Et là, cette femme, qui n'était pas formée à ça, va accomplir avec une perfection sa mission. Et ça, on peut lui reconnaître ça, et toujours dans la grande simplicité. Elle va remplir sa mission de princesse. Mondialement reconnue, c'est un peu comme reconnue. Un peu comme la famille de Monaco aujourd'hui, c'est une famille reconnue dans le monde entier. Avec beaucoup moins de scandales. Oui, voilà. Elle n'a pas fait la une des journaux. Beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité. Et après, elle a été très respectée. C'est une femme très respectée. Vous parliez d'un mariage civil à Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a eu un mariage un peu plus religieux, officiel? Oui, alors en Inde, peut-être. Après, il y aurait eu un mariage, disons, plus religieux. Mais là, je reviens encore. La largesse d'esprit de l'Agacan, donc descendant direct de Mahomet, il ne va pas obliger à sa femme de se convertir. D'accord. Et la princesse André restera catholique. Et la veille du mariage, il y a un journaliste qui lui demande, mais vous allez vous convertir à l'islam? Elle répond, mais non, je suis catholique, croyante et pratiquante, et je garderai ma religion. Et l'Agacan III n'a jamais forcé sa femme à changer de religion. Et c'est dans la tradition. Son fils, le prince Sadruddin, son second mariage, est avec une chrétienne orthodoxe. Et le prince, descendant de Mahomet, a fait construire dans sa propriété une chapelle pour son épouse qui est chrétienne. N'est-ce pas là une belle preuve d'ouverture d'esprit? C'est un peu typique d'ailleurs des Ismaéliens qui sont reconnus pour typique, être très ouverts sur les autres religions. Très ouverts. Et puis voilà, il n'y a pas de sectarisme dans cette religion, c'est vrai. Et donc on va arriver à notre première pause musicale.
juste un peu pour Mais c'est passionnant. pour teaser, C'est passionnant. le temps passe à une allure, c'est incroyable. Et juste un peu pour annoncer un peu la suite, nous allons parler un peu du fruit de l'union de Aga Khan et d'André Caron, qui est, je sais pas si je vais bien le prononcer, mais Sadrudine, Alors, on peut dire les deux. Hein. Alors, bon, en français, Sadrudin, et puis en arabe, Sadrudine. Voilà. qui a été aussi une personne Qui était remarquable, quelqu'un de que vous avez connu, remarquable, monsieur. que j'ai connu, qui m'a reçu dans son château, et puis avec qui j'ai pu organiser avec les amis du Vieux Chambéry l'hommage à sa mère. Hein. On en reparlera après. Et ben, on se voit après. Passionnant cette c'est incroyable. discussion entre deux passionnés d'histoire, Julien Donzel, notre Et là, on peut pas animateur, faire plus local, hein. tout à fait, et maître Jacques Vioque de la société rien du tout. de l'association des amis du Vieux Chambéry. On est vraiment content de vous avoir. Alors, on en parlera de l'association des Bien amis du sûr. Vieux Chambéry, parce qu'il il y aura pour le Journée du patrimoine un hommage, un événement. Bien un sûr. événement, on en parlera Oui, tout à l'heure. en hommage à la princesse. bien sûr. Et qu'est-ce qu'on écoute en musique? Je crois que c'est une princesse, là. Hein. On va également écouter une princesse, vu que c'est, on va dire, d'actualité. Alors, on abandonne donc l'Aga Khan et André Caron pour aller chez les Grimaldi, C'est ça. hein, une ancienne famille aussi qui règne depuis le 8 janvier 1297 sur le rocher de Monaco. Donc, il fallait qu'on fasse une princesse aujourd'hui. Voilà, tout à C'était fait. soit la princesse des neiges, soit Stéphanie de Monaco. C'est ça. On a dit que voilà, on a Roi pris Grand, celle qui c'est pas chantait mal. mieux. Pas tout à fait le même style. On écoute à 13h22 pile poil à l'horloge de Radio Grand Lac. On revient après pour la suite de cette discussion sur le destin fabuleux d'André Caron, qui est devenu la Bégum et donc une des femmes aussi les plus riches du monde grâce à son mari l'Aga Khan. À tout de suite les amis. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Julien, c'est à toi de Jean-Pierre, reprendre pour cette deuxième partie des Chroniques de Savoie, cette émission que l'on retrouve donc une fois par mois sur Radio Grand Lac. C'est une émission passionnante. s'il te plaît, Passionnante, tout à fait. Présentée par des passionnés Tout et à fait. qui donc parlent d'événements qui ont lien avec l'histoire de la Savoie. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur d'avoir Jacques Vieux avec Et nous. le plaisir. Et le plaisir, bien sûr, de l'association des amis du Vieux Chambéry. Et vous parlez de André Caron. Aga Khan. Aga Khan, voilà. Donc, on en était au mariage, non? On avait parlé du mariage, on allait attaquer une attaquer. partie sur la vie aussi incroyable de leur fils. Alors, ça va pas être possible. il faut le prononcer. Sadrudin, voilà. Non, à la française, c'est Sadrudin, mais Sadrudine, c'est en arabe. Oui, voilà, c'est ça, Sadrudine. Sadrudine, donc le fruit de l'union entre Aga Khan et André Caron, qui a eu aussi un destin un peu Allez, exceptionnel. on écoute. Et donc, Tout à fait. Jacques va nous en parler. Voilà, donc nous sommes en janvier 1933 à Paris, à l'hôpital américain, va naître l'enfant unique de ce couple, le prince Sadrudin. La princesse a déjà 35 ans, l'Aga Khan doit en avoir 52 à l'époque. Et le prince nous dira toujours, entre ma mère et moi, ça a toujours été fusionnel. Il avait une admiration pour sa mère et sa mère avait une admiration pour son fils. Et ce qui est de plus bouleversant, le prince nous disait les plus beaux souvenirs. Il n'oubliait jamais qu'il était à 50% savoyard. Et il nous disait les plus beaux souvenirs d'enfance que j'ai, c'était l'été à Saint-Jean-d'Arvey. Cet enfant, qui était le fils de l'homme le plus riche du monde, il nous disait, les plus beaux souvenirs, c'était avec mon oncle. On allait pêcher dans la Doria. On montait à la croix du Nivolet. Et puis, surtout le samedi, on descendait au marché à Chambéry. Et ça, voyez-vous, c'est une leçon d'humilité. On a beau avoir été élevé dans les palaces avec tout l'argent. Pour un enfant, c'était Saint-Jean-d'Arvey, c'était la Savoie. Et il a gardé cet attachement, comme sa mère, à cette terre de Savoie, à Saint-Jean-d'Arvey. Et c'était très émouvant de l'entendre. Je vais y arriver avant la fin de Sadrudine, donc qui a eu un peu une enfance dorée, mais qui a eu aussi intellectuellement de grandes capacités, puisqu'il a quand même fait l'école d'Harvard, il me semble, école très Tout à réputée fait, aux tout à fait. États-Unis, et ensuite une
une carrière diplomatique, parce que vous me parliez tout à l'heure de la tradition. Il était au Haut Commissariat aux réfugiés. Oui, le prince Sadruddin n'est pas un prince d'opérette qui fait la une des journaux à sensation, pas du tout. C'est un homme de classe, discret comme sa mère, et il va avoir des hautes fonctions de 1965 à 1977. Il sera haut commissaire aux réfugiés à l'ONU, et il aura des tâches très importantes, notamment au début des années 70, lorsqu'il y a le drame des boat people, tous ces gens d'Asie qu'il faut rapatrier sur l'Europe, et il va jouer souvent des missions, je dirais, il nous l'avait avoué, même secrètes, qui avaient lieu dans son château, où il réunissait différents courants. Il a beaucoup œuvré. C'est un homme d'une grande dimension spirituelle, et puis d'abord un homme qui était très croyant. Donc il y avait cette dimension spirituelle que l'on retrouvait chez le prince Sadruddin. Vous nous parliez du château du prince Sadruddin, donc c'est celui qui est situé à Collonges-Bellerive. À Collonges-Bellerive. Et puis, pour encore la trajet, c'est une ancienne propriété de la maison de Savoie. Donc il avait acquis ce château dans les années 70. C'est une maison un petit peu forte, si vous voulez, au bord, les pieds dans l'eau, au bord du lac. Alors j'ai un souvenir qui est très bouleversant lorsque je m'étais rendu chez lui. Après le déjeuner, le prince était déjà très malade. On était à quelques années de son décès. Alors, après le déjeuner, nous avons pénétré dans une pièce, et là il y avait une immense table. Et au milieu de cette table, il y avait un carton, mais un carton déjà jauni par le temps. Le prince l'a ouvert et il m'a dit: ça fait 26 ans depuis le décès de ma mère que je n'ai jamais rouvert ce carton. Et à l'intérieur de ce carton, il y avait toutes les archives photographiques de la famille Aga Khan. Nous devions faire cette cérémonie, cet hommage au théâtre Charles Dullin à Chambéry, et le prince m'avait dit: je vais vous confier tout ça. Et un jour, son chauffeur est arrivé dans notre siège des Amis du Vieux Chambéry, rue des Nonnes, et pendant toute une journée, nous avons photographié, bien sûr, ces documents absolument uniques. Il y avait des photos, style photos de famille, et surtout des photos officielles, d'une vie officielle d'une princesse. Et puis, à notre grande surprise, en 2003, lorsqu'il meurt, on apprend que par testament, il lègue toutes ces photos à la ville de Chambéry, en remerciement. Donc maintenant, nous possédons toutes les photos donc de la famille Aga Khan ici dans nos archives. C'est un très bel hommage, c'est un très beau don parce que vous avez. Il avait été très ému que l'on fasse cet hommage à sa mère, et je me revois toujours avec lui à la fin de la réception à la mairie. On redescendait ensemble le grand escalier, et il m'avait dit: c'est la première fois que l'on rend hommage à ma mère. Et cet homme qui était très croyant m'a confié, il m'a dit: je suis persuadé que ce soir, elle était là avec nous. Ouais, c'est incroyable. Sadruddin qui s'est marié aussi 2 fois, mais qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas eu de descendance. Il n'y a plus de descendance du côté Sadruddin. Ouais. C'est vrai que si vous avez l'occasion de taper sur internet Sadruddin Aga Khan, c'est vrai que vous voyez comme un bel homme, c'est vrai que c'est une personne qui avait beaucoup de prestance. Il avait la présence de sa mère. Le diplomate, enfin vraiment. Lorsqu'on voit le père, on a les photos. Très grande classe. Voilà, c'était sa mère. C'était la classe, c'était cette distinction et cette discrétion. Voilà. Alors que son papa était. Alors le père, c'était autre chose. Une bonhomie, une petite moustache quand il était plus jeune. Le père, on ne peut pas tout raconter devant un micro, mais ces passages avec Slimane ont été très marqués. D'accord. Et donc on a amorcé tout à l'heure avant la pause musicale. Vous nous avez parlé donc de la deuxième épouse de Aga Khan III, qui a été Miss France, c'est ça ? Oui. Est-ce que parce que on va entamer un peu cette partie où on va parler un peu de la fin du mariage et donc du remariage d'Aga Khan. Il y a encore une confession bouleversante du prince. Il a 10 ans, il est en pension, on n'est pas dans la guerre. Il est en pension, et un matin, ce petit garçon prend un journal et il apprend par le journal le divorce de ses parents. Il est en pension où ? Alors, ils étaient en 1940, ils sont partis en Suisse. D'accord. Ils sont partis en Suisse. Il était en pension
Et rendez compte, pour un petit garçon de 10 ans, ouvrir le journal et apprendre le divorce de ses c'est parents. terrible. Alors il nous disait, j'ai demandé à ma mère en disant, mais papa, on va plus le revoir. Et la princesse lui a dit, mais non, tu sais, ça va pas changer. L'Agacan, on le voyait pas très souvent. Hein, il courait le monde, il avait toutes ses obligations officielles. Hein. Alors elle lui a dit, mais non, il viendra peut-être un petit peu moins souvent. Mais l'Agacan a gardé une très grande affection et surtout de respect à la princesse André. Alors, je vous le disais, là, on va pas trahir un secret intime d'un couple, mais ce sont les confessions de l'Agacan. Donc, je peux les citer. Il le dit, il y a bien longtemps qu'avec la princesse, nous n'avions plus de vie de couple. Ceci explique tout. Hein, voilà. Et puis, en 1943, il rencontre une Miss France, alors, d'1m82. Vous connaissez la fameuse légende, enfin, pas légende, hein, lorsqu'on demande à Louise de Villemorin, que pensez-vous de la nouvelle Bégomme? Alors, elle répond, oui, elle est grande, on la verra de loin sur les champs de course. C'était Yvette Labrousse. Yvette Labrousse était la fille, son père était conducteur de tramway à Marseille. Alors c'est un peu régional parce qu'elle a été Miss Lyon 1929 voilà, et donc ça. après Miss France. Elle a été 1900, voilà. 1900. Alors, elle a très bien rempli ses fonctions. Hein, et puis c'était une très 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 belle femme, hein, notamment à Monaco. Hein, toutes les grandes cérémonies à Monaco, il y a toujours la Bégomme hein, qui était toujours vêtue avec son sari. Et elle, lorsqu'elle est décédée, elle a voulu être enterrée à Assouan dans le tombeau de l'Agacan III. Hein. C'est vrai que quand on voit les photographies de l'époque, il y a une classe. Elle avait une classe incroyable. Incroyable. Le sari qui était magnifique. Voilà, enfin, elle était drapée dans ce sari, 1m82. Non, c'était une femme magnifique, hein, ça faut bien le dire. Et André Caron, donc suite à ce divorce, que va-t-elle devenir? Alors notre André Caron, eh bien, toujours une femme discrète. Elle ne va pas refaire sa vie. Elle va partager sa vie entre sa très belle maison du Cap d'Antibes, la Villa Jeanne-André, qui existe encore, hein, et puis sa maison de Saint-Jean-d'Arvey. Vous savez qu'à partir des années 30, elle s'est fait construire un chalet, hein, là-haut à Saint-Jean-d'Arvey, qui existe encore. Et là, au mois de mai, nous avons inauguré, avec le maire de Saint-Jean-d'Arvey, le chemin qui s'appelle maintenant chemin Princesse André Agacan. Hein. Et la princesse partageait donc sa vie entre Antibes et Saint-Jean-d'Arvey, et tous les étés, elle les passait ici en Savoie. Au frais, elle venait très souvent à Chambéry, et puis toujours cette simplicité avec les gens, et puis surtout, ça a été une très grande bienfaitrice. À Saint-Jean-d'Arvey, tout le monde se souvient de tout ce qu'elle a pu faire, hein. Les arbres de Noël, chaque fois qu'un enfant naissait, elle payait la layette, et puis elle a financé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en reconnaissance, c'était bien la moindre des choses. Saint-Jean-d'Arvey lui a donné le nom d'une rue. Vous aviez également ce jour, enfin le jour de l'inauguration de la rue, vous avez également fait une conférence sur oui, j'ai refait eh bien voilà, le maire a voulu que je refasse la conférence que j'avais donnée en 1999 au théâtre Charles Dulin en présence du prince Sadrudin. Il y avait beaucoup de monde et puis ce fut un moment quand même très émouvant. Alors, nous allons réitérer ça dans 15 jours à Chambéry, car en 1999, nous avions promis au prince Sadrudin qu'à Chambéry, un jour, il y aurait quelque chose qui rappellerait sa mère. 25 ans se sont passés, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. Il a fallu attendre 25 ans avant que l'on puisse avoir, simplement, ce sera une plaque à l'endroit où elle est née, donc place des Éléphants, disant que c'est ici qu'est né donc André Caron, qui est devenu la Bégomme Agacan et sa famille, donc maintenant c'est sa nièce, hein, Françoise Caron, qui habite à Genève, qui viendra pour dévoiler la plaque. Voilà. Et la fin de vie, donc André Caron la passe entre Savoie et Antibes, mais par contre, elle a choisi de se faire enterrer à Chambéry. Alors, elle est très émouvante, et ça, je peux vous citer les paroles du prince Sadrudin, son fils. Elle va décéder, donc elle va s'éteindre tout doucement, hein, elle n'est pas très vieille, elle a 77 ans, elle est à Antibes dans sa maison, c'est le 29 décembre 1976, toute la famille est autour d'elle, et le prince nous dit, les dernières paroles de ma mère ont été que c'est beau, et je suis persuadé que ma mère a vu l'au-delà avant de mourir. Et d'ailleurs, un Véda indien dit, le véritable aveugle est celui qui ne voit pas l'au-delà. Et comme elle était imprégnée de ses origines chambériennes, elle a voulu naturellement reposer à Chambéry, en terre de Savoie, dans son tombeau de famille. J'ai assisté aux funérailles, c'était le 3 janvier 1977.
toute la famille Agacan était là. L'Agacan 4, donc l'Agacan actuel était là. Il y avait toute sa famille. Il y avait tout le chœur de l'église Notre-Dame à Chambéry était décoré de fleurs blanches et jaunes, les couleurs de la princesse. Et parmi toutes ces gerbes, il y avait une immense gerbe blanche sur laquelle était marqué Yasmina. Yasmina, c'était la fille d'Alican. Alican, c'était le demi-frère de Sadruddin qui s'était marié avec Rita Hayworth, qui a fait couler beaucoup d'eau. Et vous voyez, la princesse Yasmina, l'été, la princesse André la prenait là-haut à Saint-Jean-d'Hervé. Elle m'a fait apprendre le français à Saint-Jean-d'Hervé. C'était une professeure que je connais très bien, sa sœur qui habite encore à Saint-Jean-d'Hervé. Eh bien, il lui donnait des cours de français. Elle a appris le français ici à Saint-Jean-d'Hervé, la princesse Yasmina, voyez-vous. Incroyable. Petite dernière pause musicale, ça passe très très vite. Je ne parle pas parce qu'en fait, j'écoute et je bois les paroles de Jacques Viou. Il faut mieux que tu parles pas d'ailleurs. D'accord, donc je continue à me taire. Alors là, donc la dédicace, c'est pour toi, Julien, c'est Sia. Unstoppable. Et là, donc, je pense que tu vas chanter, que tu vas faire un petit peu le fou. Oui, alors par contre, il faudra bien couper les micros si je chante. D'accord, ok. On revient tout de suite pour la dernière partie, vraiment passionnante, avec notre conférencier en chef, Jacques Viou, de l'association des Amis du Vieux-Chambéry. À tout de suite. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Julien, c'est déjà la dernière partie, pareil. Déjà, ça passe très très vite. Pour cette émission du mois, cette émission de septembre, t'as tapé fort. On a mis le paquet, t'as vu, c'est que quand on a des intervenants de qualité comme Jacques, c'est vrai que Jacques Viou, le temps passe. L'association des Amis du Vieux-Chambéry. Belle association qu'il faudra qu'on mette un peu plus à l'honneur dans le grand bain de la vie locale. C'est vrai. On a parlé donc de la vie d'Agacan, du prince Agacan, de Sadruddin. Alors, c'est qui ça, Agacan? Et est-ce qu'on peut parler, avant de parler de l'actualité des Amis du Vieux-Chambéry, les annonces paroissiales, de l'hommage et de la qualité de mécène de la famille Agacan pour la Savoie? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, le mécénat, c'est une tradition chez les Agacans. En 1938, la Savoie veut racheter le carillon qui avait été exposé à l'exposition internationale à Paris, et il fallait naturellement des fonds. Alors on a demandé à toutes les associations, bien sûr, de se cotiser pour racheter le premier carillon, et là la princesse Agacan va financer une cloche que l'on peut voir encore aujourd'hui, puisque le premier carillon est exposé maintenant dans la cour du château des Ducs de Savoie, et sur l'une des cloches, on peut voir gravé Prince Sadruddin Agacan. Et lorsqu'en 1993, là on décide l'installation du grand carillon, le plus grand carillon d'Europe, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On redemande au prince Agacan, à Sadruddin, en disant « Votre maman avait financé une cloche en 1938, et là, très généreusement, le prince va financer encore le grand carillon. » Appelons un prince musulman qui finance les carillons d'une église catholique. On voit encore un petit peu l'ouverture d'esprit, le mécénat. Et puis la princesse Agacan était très attachée au Vieux-Chambéry. Lorsque nous avons procédé à la restauration du passage aérien de la rue Basse du Château, la princesse Agacan a financé aussi une partie de la restauration du passage aérien. Donc c'était des gens qui ont toujours été très généreux. Donc avec la ville de Chambéry et la ville d'Aix-les-Bains, puisque vous nous expliquez qu'il avait participé à Agacan, à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. À l'hippodrome, et puis je vous dis, il y a eu quand même un chèque très conséquent le jour du mariage, puis tout le reste. Et puis surtout Saint-Jean-d'Hervé. Saint-Jean-d'Hervé, c'est encore aujourd'hui, ce qui est très émouvant là-haut à Saint-Jean-d'Hervé, il y a une vieille dame, elle a encore un ours en peluche. C'était dans les années 30, c'était une famille très modeste, c'était la première fois qu'elle recevait un ours en peluche, c'était un don, c'était un arbre de Noël financé par la princesse André. Elle garde encore en souvenir, et chaque fois qu'on fait une cérémonie, elle arrive avec l'ours en peluche de la princesse. C'est très touchant et très intéressant comme anecdote. Vous faites partie des Amis du Vieux-Chambéry. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'actualité? Parce que nous avons parlé des Journées du patrimoine. Donc, bien sûr, l'hommage qui sera fait à André Caron est ouvert au public. Donc, ça sera bien sûr. C'est le 21 septembre à 11h30, place des Éléphants. On va dévoiler la plaque en présence de la famille Caron qui sera là.
Et je crois savoir également qu'il y a un événement le 4 octobre aussi. Mais alors là, on tombe dans le 80e anniversaire de la Libération. Hein. Bon, cette année, nous avons participé à toutes les cérémonies. Nous avions en charge l'hommage des fusillés au Charmette, qui a eu lieu la veille de la Libération. Et là, il y aurait une déambulation sur les différents lieux où il y a eu des exécutions de résistants et un grand spectacle qui sera donné au théâtre Charles Dudelin, fait justement par des jeunes. Ça sera un spectacle moderne, mais sur la Libération, qui sera certainement très intéressant. Alors, puisque vous avez parlé des Journées du patrimoine, j'en profite pour faire ma petite promotion. Bien sûr, puisque il faut. Si vous êtes disponible le 21 septembre à 11h, alors malheureusement, je pourrais pas être parmi vous à Chambéry, mais dans le cadre des Journées du patrimoine, je présente une conférence sur Challes-les-Eaux, qui est ma ville, et l'histoire du thermalisme avec la découverte de la source par le docteur Louis Dominget en 1841. Donc expliquer le thermalisme en Savoie et plus particulièrement à Challes-les-Eaux. Donc on est accueillis gentiment par le château des Comtes de Châles qui nous offre une salle pour présenter cette conférence. Je referme la parenthèse. Et au niveau de l'actualité, donc des Amis du Vieux Chambéry, vous avez bien sûr d'autres. C'est les Journées du patrimoine. Cette année, vous le savez, nous avons célébré le 80e anniversaire du bombardement. Et comme on l'avait dit la dernière fois, nous avons rouvert un abri, l'abri Neuzin. Alors, je ne vous dis pas, on croule sous les demandes. D'ailleurs, les inscriptions sont closes. Et nous avons des centaines de personnes qui sont prévues entre le 21 et le 22 pour les visites des abris Neuzin et du Clos Savoie, où chaque année, ça rapporte un très grand succès. Vous proposez les visites à des écoles également ? Alors, bien sûr. Hors Journée du patrimoine, alors, hors Journée du patrimoine, naturellement, nous avons les scolaires et puis différentes associations. D'accord. Ça doit être... C'est très passionnant. Je dirais même, il y a un choc émotionnel qui se passe à chaque fois. Et je suis toujours un peu surpris que très souvent, lorsque la visite se termine, je vois les gens ressortir avec des larmes dans les yeux. Voyez. Mais faut le faire. Si vous avez l'occasion d'habiter dans le bassin chambérien ou même au-delà, c'est pas interdit. Venez visiter les abris anti-aériens. C'est une expérience qui est unique et que vous pouvez facilement... Alors là, les inscriptions sont closes, mais n'hésitez pas à envoyer un mail. Régulières. À partir du mois d'octobre, il y aura des visites régulières qui seront faites. Il y aura notamment aussi les guides conférenciers qui vont en faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où sont localisés les locaux des Amis du Vieux Chambéry et comment on peut faire pour vous contacter ? C'est très facile. Le cœur de Chambéry, vous connaissez tous la place Saint-Léger. Eh bien, au bout de la place Saint-Léger, lorsqu'on tourne vers la rue Croix-d'Or, nous avons notre siège là. C'est marqué en gros Amis du Vieux Chambéry. On est vraiment au cœur du Vieux Chambéry. Voilà. Et on est ouvert tous les jours. C'est exceptionnel. La place Saint-Léger, ma femme connaît bien parce qu'il y a des boutiques de vêtements. Et moi, je mange des gaufres en attendant. Oui. Donc chacun son truc. Vous viendrez nous voir avec la gaufre. Aucun problème. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres actualités des Amis du Vieux Chambéry pour la saison 2024-2025 ? Bien sûr. Fin octobre, c'est le début de notre saison culturelle. D'ailleurs, on aura le grand plaisir de vous avoir. C'est ça, tout à fait. Vous allez venir nous parler de l'occupation française. C'est ça. François Ier et Henri II. Et Henri II. Et nous avons 11 conférences qui vont être présentées tous les 15 jours à la salle de la rue Marcos. Voilà. Ouvert à tout le monde. Ce sont des conférences gratuites ouvertes à tous. Voilà. Alors, j'insiste, celle portant son occupation de 1536 à 1559, François Ier, Henri II, elle s'annonce passionnante, celle-ci. Mais ça, on n'en doute pas. Surtout que l'année dernière... Je m'étais bloqué le dos. Oui, voilà. Donc, il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer. Voilà. J'aurais pu venir, mais en rampant. Ça aurait été un peu compliqué. Mais cette année, on vous aura en pleine forme. Oui, il n'y a pas de doute. Jean-Pierre, est-ce que tu as des questions à poser à notre invité ? Écoute, il a été complet, il a été excellent. La seule question que j'aurais peut-être à poser, c'est quand est-ce qu'il revient ? Eh ben... Quand vous voulez, mais il faudra trouver un sujet. On trouvera. On trouvera des sujets. Vous savez, l'histoire de Savoie, elle est vaste. Oui, on peut raconter des choses. On peut en dire. En tout cas, c'est un réel honneur d'avoir Jacques Viaud avec nous, puis un grand plaisir. C'est plus qualitatif que quand tu es seul, Julien Alexandre. Mais c'est pas gentil. Mais non, mais en plus, il reviendra le mois prochain. Voilà, sous le ton de la plaisanterie. Il sait bien que je le taquine et que je taquine uniquement les gens que j'aime bien. Voilà. Donc, Julien, c'est fini pour aujourd'hui, là ? Eh ben, on a tout dit. Donc, on te retrouve le premier vendredi à 13h du mois d'octobre. Et on parlera Napoléon III et la Savoie.
Ah, d'accord, parce que Napoléon III, il a fait quelque chose pour la Savoie? La Savoie qui a fait quelque chose pour. C'est la Savoie qui a fait C'est quelque plus chose. que vaste. Tout à fait, tout à fait. Il y aurait On de quoi va essayer dire. de tenir en 1 heure. Ah oui, ça sera difficile. Merci beaucoup, Julien. Merci, Jacques. Jean-Pierre. Merci à tous. Merci, d'avoir Jacques. été là. On repart avec la playlist musicale et ce soir, c'est la rentrée des 2 émissions musicales que sont WRGL Country avec Pierre-François à 18h, l'émission qualitative sur le rock country, et puis à 19h, c'est la note bleue, le jazz avec Christian. C'est la rentrée ce soir de ces 2 émissions pour passer un bon vendredi soir. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bon Merci, après-midi. bon après-midi À à très tous bientôt. et dès Au à revoir. présent, bon week-end. Merci. Radio Grand Lac.